aujourd'hui, je vais vous présenter les différents types de carburateurs. Donc là, c'est les principaux, on va dire. Je vais vous expliquer un peu les différences et comment ça marche. Et ben voilà, allons-y. Donc là, on va commencer par le premier. Donc ça, c'est un carbu à double corps. C'est-à-dire que... oui, je l'ai ouvert exprès. Ok. Donc là, on n'a que deux corps, que deux corps dans le carburateur. Donc ça, c'est les carburateurs simples qu'on a dans les petites Mustang Code C 2,89. C'est un petit carbu qui marche, qui reste économique, c'est un petit carbu. Ensuite, après, on a... Un petit problème avec son micro. Ah, et encore. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'as plus de piles? Ah oui, c'est éteint. Il s'est éteint? Eh ben attends. Est-ce qu'on m'entend bien? Maintenant, il y a des piles, il s'est éteint, j'ai dû appuyer dans ma poche sans le faire exprès. Est-ce qu'on m'entend bien là maintenant? Donc, je vais reprendre le carbu double corps qu'on retrouve sur les Mustang 2,89. Donc c'est le petit carburateur standard, on peut voir, il en manque un bout, il a été amputé. C'est drôle, hein. Je reviendrai dessus après. Ensuite, on a le fameux carbu Edelbrock. Donc celui-là, ce carburateur-là, il est connu par tous les amateurs de V8 parce que c'est un carburateur qui fonctionne quasiment boltant. On le met dedans, on le jette dedans dans son V8 et ça fonctionne bien. C'est un carbu qui est homogène, qui fonctionne bien. Pour une voiture, on va dire une street machine. Enfin, ouais. Une voiture faite pour rouler en rue. Hein, c'est un carburateur qui fonctionne très bien et qui est... je vois qu'il y a écrit Weber aussi. Ah voilà, donc c'est une conception Weber, fabriquée par Weber, je veux dire. Ok. Et donc celui-ci, c'est un carburateur à 4 corps, donc on peut voir, hein, il y a les 4 corps. Donc les deux premiers plus les deux secondaires. Et celui-ci, les corps secondaires sont commandés mécaniquement, donc par une tringlerie qui est ici. Donc, je vais le retourner, on verra mieux. Donc là, on voit les papillons. Donc là, on conduit, on est peinard, un petit filet de gaz. Puis là, on veut mettre du lourd. Boum, on ouvre les corps secondaires et là, brrr, ça envoie du bois. Okay. Donc ça, c'est le Edelbrock. Ensuite, on a le Holley. Donc ça, le Holley, c'est un carburateur qui est un petit peu plus pointu parce que il est destiné à des moteurs beaucoup plus performants. Beaucoup plus performants. Et donc l'avantage du Holley, c'est que les réglages sont assez simples. On enlève les cuves et puis après on a accès au metering block. Donc les metering blocks, dedans il y a les gicleurs et tout le système d'alimentation de carburant pour le... Et donc là on peut les régler assez facilement sans enlever forcément le carburateur. Donc pour des moteurs qui sont un peu préparés, ça permet de faire les réglages un peu plus rapidement. Et en termes de réglage, on a vraiment un panel qui est plus large. Donc c'est plus facile. Et après, donc ça, ces deux carburateurs-là, c'est de l'aftermarket, c'est du remplacement. Holley et Edelbrock, c'est les deux principaux. Hein. Donc c'est ce qu'on monte, ce qu'on veut un petit peu libérer la voiture. Que ce soit sur une Chevy, voilà. Sur une Ford ou sur une... Voilà, Mopar ou peu importe. Mopar, voilà, ça se monte sur tout. Et après ici, on a le fameux Rochester du El Camino. Donc on voit un peu déjà, tu vois déjà dans le design que c'est une usine à gaz. Donc celui-là, il a un système de dépollution électronique. Donc c'était les tout débuts de l'électronique. Donc il t'avait mis des valves gérées par un espèce de pseudo-module. Et ça moi j'aime pas, ça marche pas. Ça marche quand c'est neuf, quand c'est en bon état, mais dès que ça commence à déconner, moi je prends ça et je balance. Donc ce Rochester, il existe donc en version non dépolluée. Mais bon, c'est un bon carburateur, ça fonctionne bien hein, sur un moteur d'origine, etc. Mais dans la plupart des cas, on met un carburateur de remplacement type Edelbrock ou Holley. On va rentrer un peu plus dans les détails. Est-ce que vous voulez qu'on aille dans les détails? Moi, j'ai une question. Ah, vas-y. En gros, alors on entend souvent parler du CFM. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est que le CFM? Alors on sélectionne, ça c'est le débit d'air que le carburateur peut produire. Donc c'est-à-dire que pour un moteur donné, donc une cylindrée et un régime, il y a un calcul qui se fait pour avoir le débit d'air que le carburateur a besoin de produire. Okay. Il a besoin de l'air qui peut traverser à travers. Je ne sais pas si c'est clair. Bien sûr. On sélectionne un carburateur n'est pas forcément universel et peut marcher sur tous les moteurs. Non. Chaque carburateur, en fonction de son CFM et de son réglage de gicleur, est fait pour un moteur donné. Okay. Donc, quand on achète un carburateur aftermarket, on sélectionne son CFM en fonction de la cylindrée et du régime. Et après, ils mettent des gicleurs à peu près à large spectre, on va dire, qui peut marcher avec à peu près toutes les configurations. Okay. Mais dès qu'on commence à mettre des cams, plus de compression, là, il faut ajuster le réglage pour avoir un ratio air essence qui soit le mieux possible, ni trop riche, ni trop pauvre. Ok. Donc en gros, le panel ici, ça va entre 500 et 700, 800, 850. Voilà, exactement. Voilà, c'est comme ça quand vous voyez en fait, quand vous regardez sur les sites spécialisés, vous allez voir ces différents numéros CFM. Donc ça, c'est exactement à ça que ça correspond. Donc
c'est très important de savoir quand De vous bien faites votre sélectionner. commande, de bien sélectionner, parce que vous pouvez vous mettez un carbu plus gros, c'est pas pour ça que vous Ah aurez bah non, ça marchera un moins bien. résultat meilleur Mmh. sur un moteur, C'est par l'erreur. exemple sur un 350 classique. C'est Faut l'erreur. pas aller au-delà de. On met quoi par exemple sur un 350 600 CFM, ça dépend du 350, s'il y a une cam ou pas. Entre 570 et 650 CFM, c'est ce qui se met la plupart du temps. Et sur un 289 302 de chez Ford, c'est plus 500, 570 CFM. Okay. Mais après, c'est toujours la même chose, ça dépend du régime. Si un moteur stroké avec une cam, avec un truc qui envoie du régime, on peut monter dans le CFM parce que le moteur dans les tours aura besoin de Il plus aura d'air. besoin de plus d'air. Voilà. Donc après, comment ça marche? Ah, Voilà, donc là le carburateur, bon, j'ai pris le 2 barrels pour vous montrer un exemple. Il y a plusieurs éléments. Donc l'élément principal c'est le flotteur et le pointeau qui sont là. Donc ce qui se passe, la pompe à essence envoie de l'essence dans la cuve, donc on a une petite réserve d'essence qui est dans le carburateur, et le niveau d'essence dans cette cuve est géré par le flotteur et le pointeau. Donc on règle la hauteur de flotteur pour pas que la cuve se remplisse trop et que ça finisse par dégueuler. Ça arrive très souvent que le pointeau se bloque ouvert ou fermé. Fermé, la voiture démarre pas, ouvert, Okay. et que elle se referme jamais, ça déborde, ça va déborder par les mises à l'air libre de cuve et ça finit à arriver dans le carburateur, la voiture elle marche pas du tout et ça peut même prendre feu parce que si tu as de l'essence qui se met partout dans le moteur. Donc ça c'est la première chose. Ensuite cette essence là, la pompe de reprise y a accès, donc à cette cuve. La pompe de reprise, c'est cette petite membrane qui est ici. Donc à chaque fois qu'on met un petit coup de gaz, il y a cette petite pompe-là qui s'actionne et ça envoie 2 petits jets d'essence dans les corps afin de pouvoir avoir une progression dans la montée en régime qui soit plus... Quand la pompe de reprise ne marche pas, tu as un trou qui est vraiment caractéristique. Tu mets un coup de gaz, la voiture elle a du mal et après elle monte dans les tours. Donc ça aide à avoir une réponse qui est un petit peu plus directe. ok. Donc c'est pareil, la pompe de reprise doit avoir le bon débit et le bon jet. Le jet doit être bien précis et bien s'injecter au milieu des corps. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, comment l'essence quand tu roules, Comment c'est pointu en fait la mécanique, c'est comment j'apprends là. quand tu roules, on va dire un filet de gaz, comment l'essence arrive donc une fois que tu as mis un petit coup de gaz, que tu as décollé au feu vert, tu es sur ton filet et tu roules. Donc comment ça marche? Comment l'essence arrive à aller dans le moteur? Bah, c'est simple, c'est un système de venturis. Donc c'est pour ça que je les ai démontés. Donc l'air que le moteur aspire rentre dans ces 2 venturis et ça crée une dépression. Et l'essence est aspirée de la cuve via les gicleurs et vient se faire en gouttelettes, se pulvériser, se mélanger à l'air afin d'alimenter le moteur en mélange air-essence. Voilà. Pour provoquer la détonation, Voilà. puisque c'est ça le principe. Le hein, principe. c'est les Donc moteurs. on a besoin d'air, d'essence et d'une étincelle pour faire une explosion et faire descendre le piston et faire tourner le vilebrequin, etc. Et ensuite entraîner le reste de la chaîne. Donc, Voilà. si ça vous intéresse tout ça, ce qu'on fera, c'est que, et je le repréciserai maintenant dans l'intitulé du live, on mettra petit tuto carbu, petit tuto machin. C'est des choses en fait on improvise un petit peu. Il y a combien de temps que je t'ai dit tiens, faut qu'on fasse un tuto carbu? Oui, après c'est pas vraiment Il y a un tuto, 8 je vous minutes. explique. Il y a 8 minutes, je lui ai dit Voilà. on fait le live, qu'est-ce qu'on peut faire? On ferait pas un truc sur le carbu? Et il a récupéré les trucs vite fait comme ça. Donc voilà, là l'important c'est que vous voyez un petit peu le gros et après bien entendu On quand pourra on va rentrer plus en on détail, peut rentrer ouais. plus dans les détails Parce au que là, fil je peux des en parler des heures. Hein. au Là, fil c'est des un gros lives. sujet et chaque carburateur est différent. Chaque carburateur a ses spécificités. Donc, Alors ce qu'on pourrait avoir en gros, parce que moi je vais faire le gars qui fait les questions lambda, les principaux problèmes qu'on peut Alors, rencontrer premier truc, sur son c'est carbu quand il est vieux. Voilà, le starter qui fonctionne mal. Donc un starter qui ne s'ouvre pas, la voiture va un peu galérer à démarrer à froid. Mais Ok. bon, mais le pire, c'est un starter qui reste fermé. Ouais. Donc là, la voiture, elle est trop riche, ça fume, c'est une catastrophe. Donc là, le starter, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. On ouvre la boîte à air, puis quand le moteur est chaud, ça doit être comme ça. Si c'est comme ça, c'est pas bon. Donc celui-là, c'est un starter mécanique. On voit, normalement, il y a un petit câble, hein, on peut régler son volet de starter. Ouais. Et ce modèle-là ici, ou le Rochester, c'est des carburateurs à starter électrique. Donc dedans, on a une petite lamelle qui est branchée au plus après contact. Et plus le moteur chauffe et plus le contact est mis longtemps, plus la lamelle va se distendre et ouvrir le volet. Voilà. Et au bout d'un moment, quand le moteur est chaud, le volet est ouvert. Donc ça déjà, et ça se règle. On peut régler la tension de ce petit ressort avec ces petites vis-là, on peut le régler et boum boum. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, ce que j'expliquais tout à l'heure, les problèmes de cuve.
Donc les problèmes de hauteur Donc là, si on a une hauteur de cuve qui est trop faible, ça va marcher à bas régime, mais dès qu'on va envoyer du gaz, bah, ça se remplira pas assez vite et du coup on va être à court d'essence. Donc là, comme si on était en panne, donc voilà, ça, la voiture, ça va faire le même symptôme qu'une panne d'essence. Ça, ou carrément ne plus démarrer du tout si la cuve se vide et qu'elle se remplit jamais. Donc bien vérifier que le pointeau est en bon état, bien assis, bien propre. Donc ça se bourre des fois de cochonneries là-dedans et c'est souvent des petites impuretés qui font que le siège du pointeau, c'est ce qui fait. Et ça, souvent, ça arrive qu'il se bloque ouvert et que ce que j'expliquais tout à l'heure, que ça floute. Donc ça, c'est la deuxième chose à vérifier. Et après, bien évidemment, tout le circuit de carburant, les gicleurs qui ne soient pas bouchés, entartrés de cochonneries. Et après, bah, il y a les fuites externes, donc voilà, les joints, ça peut être, peut y avoir plein de problèmes différents. Donc la pompe de reprise, la petite pompe, ça c'est souvent que quand la voiture ne se sert pas souvent, bah, ça sèche et que la petite membrane se crève. Et à ce moment-là, bah, quand on actionne la pompe de reprise, bah, elle n'envoie pas le petit jet d'essence nécessaire à avoir cette transition bien franche. Donc ça tout se change, tout se service. Donc les carburateurs, on peut les refaire. Et après, un carbu qui est vraiment fatigué, là on va le voir ici. Donc à un moment, bon celui-là il n'est pas très vieux, mais là on voit que les axes de papillon, tu vois, celui-là il a vraiment du jeu. Donc les axes de papillon, on commence à prendre du jeu. Donc ça, c'est juste un bloc d'alu avec un axe. Et puis à un moment, bah, à force d'être actionné, bah, ça finit par prendre du jeu. Puis là, bah, après ton papillon, bah, tu as du mal à régler, à avoir un bon ralenti. Et c'est là que le carbu est en fin de vie. Voilà, et ça commence à s'user. Donc, et ça coûte moins cher de le remplacer que de se mettre à changer tous les axes, le problème, c'est Au bout d'un moment, quand il est vraiment trop usé... Quand il est trop fatigué, tu ne peux plus rien faire. Après, c'est le temps. Si c'est un moteur rare avec un carburateur par exemple au lait sur une Shelby ou un truc, là oui, parce que c'est son carburateur matching qui va avec le moteur, oui là il faut le refaire. Après si tu as déjà un Edelbrock, c'est carbu jetable, j'ai envie de dire. Hein. Les prix en Edelbrock gros, qui marche plus. En plus prix en aftermarket sur un Edelbrock ou sur un on est aussi entre 300 et 500 $ quoi, pour un carburateur à 4 corps aftermarket. Ça dépend du CFM, ça dépend de la qualité, ça dépend de plein de choses quoi. Bon, alors on a une petite question. Il y a Mireille Lacoccinelle qui demande si c'est mieux en carburateur ou en injection. Bah déjà, dès le départ, à l'époque, il n'y avait pas le choix. Toutes ces voitures-là, elles étaient toutes en carburateur. Et après, il y a eu une transition avec les premières injections monopoint. Et après, ça a été très bien. Donc en fait, la question ne se pose pas vraiment sur les anciennes. Parce que dans la plupart des cas, on est sur des moteurs à carbu. Moi, pour répondre à ta question, me dire une vieille voiture, la passer à l'injection, j'ai envie de dire oui. Parce que bah, déjà, tu as un mélange qui est parfait. Tu es presque parfait en fait. L'injecteur, tu permets d'injecter vraiment la quantité d'essence à tous les régimes et à toutes les conditions de fonctionnement la plus précise possible. Donc oui, forcément, un moteur à injection, tu le démarres, il démarre au quart de tour, ça tourne rond, il n'y a pas il fait froid, il y a un blabla, un couicoui, un machin. Donc ça fonctionne bien. Mais il faut mettre du matos de qualité, il faut que ce soit un bon produit avec un calculateur qui est efficace et facile à programmer. Et il faut certaines... C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est pas juste l'injection. C'est pas juste on monte les pièces. Ça engendre tout un tas de trucs. Je suis pas trop au fait, on en a jamais fait, je vais être honnête, hein, on n'a jamais converti d'ancienne à injection, on nous l'a jamais demandé. Après, moi je travaille sur des injections programmables, sur d'autres moteurs, sur d'autres voitures, et tout le fonctionnement de l'injection, le montage est important, mais c'est surtout la programmation du calculateur qui va faire que la voiture va bien fonctionner ou pas. La gestion tu moteur, peux avoir la meilleure gestion électronique du monde, si c'est mal programmé, elle marchera, ça sera une horreur. Voire tu peux casser le moteur. Certainement. C'est ce qui se passe souvent quand c'est trop pauvre, boum. Voilà. Et surtout dans les caisses de course, vu que c'est un peu notre dada, c'est souvent le problème, les problèmes d'injection, ça provoque pas seulement une voiture qui marche mal, ça peut aller jusqu'au moteur. Et plus on pousse le bouchon, et plus ça doit être précis. Voilà donc, Maurice, faut pas le pousser trop loin. Pour une utilisation, j'ai envie de dire oui, l'injection c'est une bonne solution, c'est bien. Ouais. Ok, donc d'ailleurs il y a des carbus qui sont en fait un espèce d'hybride entre... c'est un TBI, donc c'est un throttle body injecté on va dire. Ouais. Et c'est un carbu en fait, et au lieu d'avoir des buses de Venturi qui aspirent l'essence, dans le carbu tu as des injecteurs en fait. Voilà. Donc les 4 corps sont alimentés par 4 injecteurs et qui se dispatchent dans les 8 cylindres. Donc ça c'est le TBI. Et après tu as l'injection multiport, donc tu as un injecteur par cylindre sur la pipe d'admission. Et lui, chaque cylindre a son mélange d'essence donné. Donc, et c'est mieux, forcément. Mais c'est plus cher. Ok. Voilà, et merci Alex pour ce petit tuto.